Ayant découvert le lien de filiation unissant Bastien à Mélodie, Georges cherche à en savoir plus. En pleurs, la jeune femme lui raconte qu'elle a été en couple avec John quand elle avait à peine 18 ans. Ils étaient amoureux. Au bout d'1 an de relation, Mélodie a donné naissance à un petit garçon suite à un déni de grossesse. Incapable de s'en occuper, elle a décidé avec John de l'abandonner pour qu'il l'élève seul en lui disant que sa mère était morte en couche. Finalement, au bout de 5 ans, Mélodie a eu envie de revoir son fils. Elle s'est donc mise à suivre John et Bastien partout où ils déménageaient, en toute discrétion. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve mutée dans le lycée que Bastien. Le fait que ce dernier soit atteint d'une leucémie, puis que Lucien entre dans sa vie lui a ouvert les yeux sur son besoin de reconnecter avec son fils. Mais John ne voulait pas entendre parler. Face à ses aveux, Georges lui promet de prouver son innocence. Le lendemain, au commissariat, Georges raconte tout à Martin et lui demande de rouvrir l'enquête du double homicide de John Kovac et Clarisse Belinski afin de faire libérer Mélodie. Martin souligne toutefois qu'il faudrait une nouvelle preuve matérielle pour convaincre le procureur. Pendant ce temps, Damien rentre chez lui pour déjeuner. Il annonce à Audrey que Mélodie a enfin révélé la vérité à Georges. Il comprend désormais que son épouse était au courant du secret de son ami et qu'elle avait fait la promesse de le garder pour elle. Audrey avoue ainsi à Damien qu'elle a été une victime collatérale de toute cette histoire parce qu'elle espérait pouvoir jouer les médiatrices entre John et Mélodie. Au Spoon, Bastien retrouve Violette. Celle-ci remarque un bleu sur la main de son ami, qui lui avoue s'être bagarré avec un gars de son foyer. Inquiète pour sa sécurité, Violette lui révèle que Philippine est en train de se renseigner auprès de l'assistance sociale pour qu'il puisse venir vivre chez eux. Bastien est touché. De son côté, Martin se rend dans le bureau du procureur afin de lui exposer ses doutes concernant la culpabilité de Mélodie concernant le double homicide. Étant donné que le mari est toujours le premier suspect dans les cas de féminicide, Martin demande donc à interroger Igor Belinski. Mais Sébastien trouve ses arguments trop faibles et refuse catégoriquement. Au commissariat, Georges informe Roxane du refus du procureur de rouvrir l'enquête. En effet, ce dernier estime que l'alibi d'Igor est béton puisqu'il était avec lui tout l'après-midi. Igor se serait seulement éclipsé quelques minutes parce que les plombs ont sauté plusieurs fois à ce moment-là. Roxane trouve cela étrange pour un céramiste ayant l'habitude d'utiliser des fours et donc de consommer de l'électricité. Roxane réussit à récupérer les relevés de consommation d'électricité d'Igor sur les 3 derniers mois. Elle n'y voit rien d'anormal au premier abord. C'est en se penchant sur le détail de consommation, minute par minute, qu'elle relève que les plombs ont bien sauté 3 fois le jour du meurtre. Étant donné que les fours d'Igor étaient à ce moment-là, Roxane lie ces disjonctions à un appareil défaillant. Georges et Roxane vont interroger Jérôme, le médecin légiste, qui affirme que Clarisse est décédée entre 15 et 17 heures. Les policiers émettent toutefois l'hypothèse que son estimation puisse avoir été faussée si le corps de Clarisse a été gardé au froid un certain temps. Le légiste le confirme qu'il pourrait y avoir un décalage de quelques heures. Le meurtre aurait donc été commis dans la matinée juste avant que les plombs ne sautent pour la première fois. Tandis que Georges et Roxane creusent en ce sens, le médecin légiste utilise un autre moyen pour estimer l'heure du décès de Clarisse. Le soir, Martin et Georges montrent à Sébastien les nouveaux éléments qu'ils ont découverts. Les disjonctions sont apparues chez Igor uniquement le jour du meurtre, probablement à cause d'un appareil défaillant. Les policiers ont relevé qu'Igor avait acheté 2 couvertures refroidissantes récemment. Leur théorie est la suivante. Igor a parfaitement prémédité son geste en tuant sa femme, puis en conservant son corps au froid afin d'avoir un alibi. Sébastien est sous le choc. Au Spoon, Barr reçoit un appel de Nathan qui lui annonce que le Little Spoon a disparu. Ils se rendent alors ensemble au commissariat afin de porter plainte pour vol. Lisa se charge de recueillir leur déposition. Elle les informe qu'il n'y a aucune garantie de le retrouver. En effet, ce genre de camion se vend à l'étranger en pièces détachées. C'est un coup dur pour Nathan qui avait prévu de gérer le Little Spoon tout l'été avec sa petite amie. Le couple va se changer les idées à la paillote. Ils expliquent la situation à Charles qui vient les consoler en leur offrant des cocktails. Nathan a toujours un peu de mal à le supporter. William et Manon se retrouvent ensemble pour déjeuner. La jeune femme assure à son père que reprendre le travail lui fait beaucoup de bien. Mais il campe sur sa position, pensant qu'elle ferait mieux de changer de voie. Manon regrette que ses parents soient aussi butés l'un que l'autre.
Elle culpabilise d'être la raison de leur dispute. De retour au commissariat, Manon retrouve sa mère dans la salle de repos. Elle essaye de lui ouvrir les yeux sur l'absurdité de la situation et la pousse à se réconcilier avec son père. Pendant ce temps, à l'hôpital, William reçoit Agnès, qui a été victime d'un gros coup de fatigue suite à tout ce qu'elle a vécu. William lui conseille de se ménager, ainsi que de consulter un psychologue. Agnès avoue avoir du mal à parler de ce qui lui est arrivé, de peur d'être jugée. Mais William fait preuve d'écoute à son égard, ce qui la touche beaucoup. En fin de journée, chacun de leur côté, Aurore et William hésitent tous les deux à s'appeler, mais ils finissent par renoncer. Un peu plus tard, alors qu'il attend qu'on lui livre une pizza, William va ouvrir la porte de la villa. Il est surpris de revoir Samuel.